t'es transformé en chevalier, Whoops? C'est juste pour me protéger. Tu m'as dit qu'on allait croiser des poissons très méchants. Très bien. Tu vois cet aileron qui fend la surface de l'eau? Ça a pas l'air très rassurant. Eh oui, car c'est un requin. J'aime pas leur regard. Ils ont des yeux qui font peur. Il existe différents types de requins. Il y a le requin marteau, le requin tigre, le requin taureau. Et ils ont des têtes de tigre et de taureau alors? Ils sont terribles. Non, pas vraiment. Mais le plus dangereux de tous, c'est le requin blanc, dont la longueur peut atteindre 9 mètres. Mais regarde, ils sont partout. Si tu n'as pas trop peur, suis-moi vers la salle de contrôle. Adi, ne me laisse pas tout seul. T'es où, Adi? Nous allons rencontrer d'autres poissons méchants. Voici par exemple un poisson tellement rapide que tu ne peux pas lui échapper. Il a des yeux énormes. Ses grands yeux lui permettent de repérer ses proies dans le noir. C'est le barracuda. Il a une gueule allongée, munie de crocs aiguisés. Et il part à la pêche comme ça? En fait, il est si rapide qu'il engloutit les poissons en un clin d'œil. Mais je ne t'ai pas encore présenté la terrible murène. Regarde, tu peux voir ici une murène cachée dans son trou qui vient d'attraper un morceau de poisson et... Non! Un requin essaie de le lui chipper? Non! C'est le requin qui gagne. Regarde, il ne lui en a même pas laissé une miette. Quelle horreur! Tu sais, Whoops, la murène attend tranquillement dans son trou et essaie d'attraper tout ce qui passe. Les poissons ou même les Whoops imprudents. Elle fait très mal quand elle mord avec ses dents empoisonnées. Je vais te montrer un autre animal marin méchant, mais c'est un reptile et non pas un poisson. Je sais, c'est le crocodile. Bien, Whoops, c'est en effet le crocodile de mer, le plus dangereux. Tu peux rallumer la lumière, s'il te plaît? Parce que les crocodiles dans le noir, c'est pas une bonne idée. On ne voit souvent que ses narines et le sommet de sa tête qui dépassent de l'eau. Ah, il est gros, ce croco. Tu ne devrais pas te moquer de lui. Une fois qu'il a repéré sa proie, le crocodile peut se propulser dans l'eau grâce à sa puissante queue. Il a qu'à rester sur le rivage, alors. Attention quand même, il peut venir t'attaquer et t'emporter dans l'eau pour te noyer. Mais pourquoi sont-ils tous aussi méchants? En fait, ces poissons ne sont pas vraiment méchants. Ils font peur à l'homme et ne sont dangereux que pour les imprudents. Alors moi aussi je peux utiliser ma queue pour me propulser? Pareil que le croco? Regarde! Cuisine repérée! En avant! Oups! Les amis, à bientôt! Allez, à bientôt les terriens. Quels sont les poissons les plus méchants? Il y a bien sûr les requins, mais les murènes et les barracudas sont également dangereux. Et puis le crocodile marin est un animal qui peut être très méchant lui aussi. Comment font les poissons pour respirer dans l'eau, Adi? Excellente question, Whoops. Moi aussi j'en ai une pour toi. Qu'est-ce que les poissons respirent? Eh bien, je pense que les poissons respirent de l'oxygène, comme tous les animaux. Bravo, Whoops! Tu m'épates aujourd'hui. Effectivement, il y a de l'oxygène dans l'eau. Cependant, il est en plus faible quantité que dans l'air. Alors les poissons ont de plus gros poumons que nous? Non, les poissons n'ont pas de poumons. Ils ont des branchies. Les branchies sont des ouvertures en forme de C qui se trouvent de chaque côté de la tête des poissons. Ah, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec des poumons.
Les poissons avalent de l'eau par la gueule. Arrivé au niveau des branchies, l'oxygène est extrait de l'eau. Alors ils passent leur temps à boire. Mais non, Whoops! L'eau circule et ensuite s'écoule par les ouvertures. En fait, ils inspirent et expirent en même temps. Si tu veux. Pour ne pas manquer d'oxygène, les poissons doivent être perpétuellement en mouvement pour entraîner l'eau à travers leurs branchies. C'est comme moi. Si je mange pas continuellement, je m'asphyxie. Ah, Ça va mieux? C'était bon? super! Bon, maintenant, étudions les exceptions. Je suis sûr que les dauphins et les baleines sont des exceptions. Absolument, Whoops! Mais ce ne sont pas vraiment des poissons. Ce sont des mammifères. Oh, les tricheurs! Les mammifères ne possèdent pas de branchies, mais des poumons, comme les animaux terrestres, ce qui les oblige à remonter souvent à la surface pour pouvoir respirer. Le reste du temps, ils font de l'apnée. Tiens, une autre exception. La famille des nudibranches, à laquelle appartient la limace de mer. Elle a, elle aussi, un système de respiration original. Les nudibranches possèdent des branchies externes, c'est-à-dire en dehors de leur corps, mais qui fonctionnent exactement comme les branchies des autres poissons. On dirait de petits arbres qui piègent l'oxygène de l'eau. Voilà des exceptions tout à fait exceptionnelles. Et enfin, il y a les éponges de mer. Ce ne sont pas des animaux? Si. On les considère comme des animaux parce qu'elles grandissent très vite. Elles ne possèdent pas de branchies ni de poumons. À la place, l'éponge possède des cellules qui captent directement l'oxygène dont elles ont besoin. Ah, d'accord. Et comme ce sont des éponges, elles sont remplies d'eau. Donc, toutes les cellules sont en contact avec l'eau. Exactement. Bon, il ne reste plus qu'à parler des poissons qui crachent des bulles et qui ont une queue en deux parties. Ça, ce sont les humains quand ils font de la plongée, Whoops. Ah oui. C'est pas gagné. Salut les terriens. Comment font les poissons pour respirer sous l'eau? Les poissons possèdent des branchies qui leur permettent d'extraire l'oxygène de l'eau. Tu veux faire un concert de trompette, Whoops? Mais non, tu te trompes. Je suis déguisé en poisson trompette. Ah, le poisson trompette est rigolo, mais pas au point de porter une trompette sur la tête. Ah oui, je suis bête. Laisse-moi te montrer pourquoi ce poisson est un peu différent. Tu vois, au lieu de nager à l'horizontale, le poisson trompette nage la tête en bas, à la verticale. Mais il est tout mince, on dirait une paille. Il a en effet la forme d'un tube qui se balance au gré des courants. La nuit, par exemple, il se cache parmi les algues et reste immobile comme une branche. Hé, Adi, ça existe des poissons avec des formes encore plus rigolotes alors? Bien sûr. Ah! Regarde le poisson coffre. Il a une forme triangulaire sous certains angles. Et surtout, il a une carapace rigide qui le protège. Mais sous sa peau. Hé, Adi, il est fort le poisson coffre. Le poisson coffre fort. Allons dans la salle de contrôle. Je vais te montrer d'autres poissons amusants. Et le poisson Whoops, il est pas rigolo le poisson Whoops, hein? J'ai l'air d'un cheval maintenant. Justement, voilà un poisson qui a une tête de cheval et une queue enroulée. On l'appelle parfois le cheval marin, mais son vrai nom est hippocampe.
Oh, j'aimerais bien avoir une queue comme ça, moi aussi. Je pourrais m'attacher à un gros gâteau flottant pour le grignoter. Sais-tu qu'il existe des chauves-souris dans la mer? Non. Elles peuvent se transformer en vampires des mers? Elles se nourrissent du sang des autres poissons? Mais non, oups! Les vampires n'existent pas. En réalité, leur forme rappelle celle des chauves-souris. Regarde leur tête, par exemple. Mais alors, comment font-elles pour voler sous l'eau? Évidemment, ces chauves-souris ne volent pas, mais elles ne nagent pas non plus très bien. Le plus souvent, elles marchent sur le fond avec leurs nageoires. Alors elles ne se déplacent pas très vite? Il y a quelqu'un qui se déplace encore moins vite. C'est le nudibranche. On dirait un escargot. Un escargot sans coquille. Le nudibranche est une limace de mer. Certains portent plein de tubes sur leur dos. Ce sont les branchies qui leur permettent de respirer dans l'eau. Alors lui, je le prends quand il veut pour faire la course. Est-ce que tu voudrais voir un poisson whoops, peut-être? Moi, je trouve que cet antennaire, ou poisson-grenouille, te ressemble un peu, non? Hein? Bah, mais pas du tout. Je suis beaucoup plus beau. Grâce à sa peau irrégulière et ses excroissances, l'antennaire est mieux camouflé que toi. Eh ben moi, je n'ai pas besoin de me camoufler pour aller manger. Na! À la prochaine fois, les terriens, pour la suite des aventures du poisson whoops. Quels sont les poissons les plus rigolos? Il y a le poisson trompette, qui nage la tête en bas, le poisson coffre, avec sa carapace rigide, l'hippocampe à tête de cheval, la limace de mer, la chauve-souris unicorne et aussi le très étrange antennaire. Adi, c'est aujourd'hui que tu nous parles des requins? Oui, mais d'abord il faut qu'on en trouve. Attends. Ça y est, j'ai trouvé. À 2000 nautiques au sud. C'est parti! J'ai le temps de faire une sieste? Ah. Regarde. Waouh! Il y en a plein! Bon, allez, c'est moi qui choisis. Parle-nous de... celui-là! Oh, il a une drôle de tête. Oui, c'est le requin-marteau. Ta-ta-ta! Déjà, le requin-marteau s'appelle ainsi parce que sa tête fait penser à un marteau. Non, c'est pas incroyable d'avoir une tête pareille! J'allais dire qu'il ressemblait à Whoops. J'ai bien fait de me taire. Regarde Whoops. Ses yeux se trouvent à chaque extrémité de sa tête. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment appeler ça une tête. On dirait plutôt un boomerang. Oui. En tout cas, l'avantage, c'est qu'il peut voir partout et en même temps. Derrière lui, sur les côtés et devant. Et il chasse ses proies en les assommant avec son marteau. Boum, boum, boum! Il pourrait, mais il utilise des armes beaucoup plus efficaces. Regarde. D'abord, il a une sorte de sixième sens. Des petites ampoules remplies de gelée. Les ampoules de Lorenzi, situées au-dessus de sa bouche, lui permettent de sentir le moindre déplacement de ses proies autour de lui. Pratique! Ensuite, il a un odorat hors du commun. Il peut détecter une mini-goutte de sang dans 115 litres d'eau. Moi, je peux sentir une demi-frite à 100 mètres. D'ailleurs, ça sent les frites. Le requin-marteau est aussi un nageur exceptionnel. En vitesse de pointe, il peut atteindre 70 km/h. Oh là là! J'imagine qu'il chasse des baleines ou des orques, non? Non, il se nourrit surtout de calamars. Oh, pas facile à attraper, ces bébêtes-là. En effet, mais grâce à la forme de sa tête, le requin-marteau peut faire des virages très serrés. C'est donc un jeu d'enfant pour lui. D'autre part, la gueule du requin... Non, 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 stop, ça suffit. Comment veux-tu que j'arrive à m'endormir après? Après quoi? Après que tu m'aies parlé d'animaux qui ont l'air de sortir d'un cauchemar. D'ailleurs, je suis sûr qu'ils ne mangent pas que des calamars. Il est déjà arrivé qu'il attaque l'homme, mais ça reste quand même très rare. Qu'est-ce que je disais?
Bon, arrête maintenant, Whoops. Je sais très bien que tu n'as aucun problème de sommeil. C'est même pas vrai. Attention, voici la preuve. Ah, ah. Ah. Oh, j'ai bien dormi, moi. Maintenant, c'est l'heure du petit déjeuner. Allez, salut les terriens. À la prochaine. Alors, Adi, qu'est-ce qu'un requin-marteau? Le requin-marteau, dont la tête est en forme de boomerang, est un redoutable prédateur grâce à son odorat, sa perception des mouvements et ses muscles surpuissants. Regarde ça, Adi. C'est beau. On dirait des bonbons roses. Ça donne envie d'y goûter. Je ne te le conseille pas. Bon, tu me prends pour qui? Je sais bien que ce ne sont que des pierres. Mais pas n'importe lesquels, Whoops. C'est du corail. Et c'est vivant. Mais non, ne t'inquiète pas. En fait, ton collier ne contient que la partie minérale du corail, que la pierre du corail. C'est une espèce protégée qu'il est interdit de remonter à la surface. Faudrait savoir. Comment est-ce que le corail peut être à la fois vivant et en pierre? Viens voir. En fait, le corail est composé de polypes, de toutes petites méduses qui se fixent sur les rochers et qui, pour se protéger, fabriquent une carapace. Et c'est cette carapace qui forme les récifs de corail que l'on peut observer au fond des océans. Donc, tu veux dire que le corail est un animal? Donc, on pourrait le manger? J'avais raison. Mais non, le polype, c'est l'animal qui fabrique ce que nous appelons le corail. Mais je ne pense pas que tu aurais vraiment envie d'en manger. Pourquoi? Parce que les polypes ressemblent aux méduses avec une bouche protégée par un cercle de tentacules. Comme les pieuvres? Oui, mais en plus, elles ont de minuscules harpons sur les tentacules. Quelle horreur! Et qu'est-ce que ça mange? Les polypes vivent avec des algues microscopiques qui produisent du glucose. Et le corail se nourrit de ce glucose. Le glucose, c'est du sucre? Ah, on a les mêmes goûts, le corail et moi. Oui. De plus, les coraux se trouvent généralement dans les mers chaudes, avec une eau pure et beaucoup de soleil. Moi aussi, ce sont mes conditions idéales. Dis donc, c'est pas pratique pour faire du vent. Il y a des trous. Il existe une multitude d'espèces de corail. Le corail dur et le corail mou, le corail en forme d'éventail comme le tien. Certains coraux peuvent même être lumineux la nuit. Ça le rend encore plus appétissant. Le corail, c'est la mémoire de la mer. Certains récifs coralliens sont vieux de plus de 5000 ans. C'est comme si on construisait les immeubles les uns sur les autres? À peu près, oui. La grande barrière de corail, au large de l'Australie, mesure plus de 2000 km de long. Imagine, elle est encore plus grande que la muraille de Chine. Incroyable! La croissance moyenne du corail est de 8 cm par an, mais certains peuvent pousser de 25 cm par an. Voilà, c'est ça qu'il me faudrait. 25 cm par an. En 5 ans, je te rattraperai. À la prochaine fois, les amis! Qu'est-ce que c'est le corail? C'est le squelette minéral fabriqué par un petit animal appelé polype qui s'accroche au rocher.
caddie. Ces grosses boules de gélatine avec des fils en dessous, ça se mange? Surtout pas, Whoops. Ce sont des méduses. Mais je ne commence mon régime que demain. Et puis ça a l'air bon, les méduses. Ça ressemble à une crème caramel transparente. Il ne faut pas jouer avec elles. Et surtout, ne pas les toucher. Oh, allez, je sais que j'ai un peu grossi, mais je ne peux pas résister. On dirait de la gelée de groseille. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas les toucher, car si tu les touches, tu te brûles la peau. Ah, oui. Alors, bon, on va dire que je commence finalement mon régime aujourd'hui. Hein? Alors, les terriens, surtout faites attention. Si vous voyez des méduses sur la plage ou dans l'eau, Mais comment peuvent-elles nous brûler? eh bien, la méduse a sur la peau des harpons microscopiques, des sortes de petits pics. Oh, des harpons microscopiques? Oh, je crois que je vais me sentir mal. Et ces harpons contiennent du poison qui brûle la peau. Berk. Et en nageant, fais attention, les méduses ont des tentacules très longs que tu risques de ne pas voir dans l'eau. Berk. Viens, je vais t'en montrer un peu plus sur les méduses. Berk. Monsieur Whoops est attendu dans la salle de contrôle. Si je ne peux pas manger des puddings translucides, je peux au moins savoir ce qu'elles mangent, les méduses. Regarde, elles mangent du plancton. En fait, elles pêchent en attrapant la nourriture avec leurs tentacules et la ramènent à leur gueule qui se trouve au milieu, en dessous. Hein? Mais on dirait qu'elles ne mangent que des miettes qui flottent dans l'eau. Ces miettes, ce sont des tout petits animaux et des algues minuscules. Mais ça leur suffit. Oh, t'as vu? Une mini-méduse? C'est un bébé? La reproduction chez les méduses est assez compliquée. En fait, les méduses font des œufs. Qui pondent des bébés méduses? Pas si vite, Whoops. Les œufs donnent des larves. Qui se transforment en bébés méduses? Pas encore. Ces larves vont se fixer sur des rochers. Et les rochers se transforment en bébés méduses? Mais non! Une fois fixées, ces larves bourgeonnent et donnent des petites méduses qui se détachent du rocher. Ah, j'ai tout compris. Vraiment? Oui, oui. Oh, oh, regarde la belle bleue. Elles sont rigolotes. Elles ressemblent à des parapluies bleus. Mais comment elles font pour bouger comme ça? Ce sont des invertébrés, ce qui signifie qu'elles n'ont pas d'os, pas de squelette, ni d'arête. Bah, alors, y a rien dedans? Si, bien sûr. Elles contiennent surtout de l'eau, mais sous leur peau, il y a aussi une substance gélatineuse et élastique. D'accord. C'est un gros pudding tout gluant, sauf qu'on ne peut pas le manger. Oh, c'est vraiment pas juste. Il reste une crème vanille dans le frigo, non? Ding dong, ding dong! Il ne changera jamais. Allez, à bientôt les terriens. Alors, c'est quoi une méduse? C'est un animal aquatique presque transparent. Mais il ne faut pas le toucher, parce qu'il risque de te brûler la peau. Ah! Je suis le monstre du coquillage. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive, Whoops? Tu te prends pour un Bernard l'ermite? Non, je m'appelle pas Bernard. Je suis Whoops, le monstre du coquillage à pattes. Ah! Tu sais que des pattes pourraient vraiment surgir de ce coquillage? Des pattes? Si un Bernard l'ermite habite à l'intérieur? Oh oh! Bernard! T'es là? Oh, y a personne? S'il était là, tu aurais déjà vu ses pattes. Et comment tu le connais, Bernard? Eh bien, j'en ai rencontré quelques-uns sur les côtes de France. S'ils s'appellent tous Bernard, ça doit pas être simple. Le Bernard l'ermite est une sorte de crustacé qui vit dans des coquillages vides, souvent des coquilles de bulot.
C'est même pas chez lui alors. Et non, il attend de trouver une coquille sans habitants pour en faire sa propre maison. Mais les autres, les crevettes, les langoustes, les crabes, ils n'ont pas besoin de maison. Parce qu'ils ont tous une carapace. Mais le Bernard l'ermite, lui, n'a pas de carapace sur son ventre. Alors, il se protège avec un coquillage. C'est pas super comme protection. Viens, je vais te montrer comment ça marche. Tu vois, même s'il a sa maison sur le dos, ça ne l'empêche pas de s'enfuir en vitesse en cas de danger. Oh oui, mais si on l'attrape quand même. Alors, il se réfugie à l'intérieur et bloque l'entrée avec ses pinces. S'il reste tout seul dans sa maison, je comprends qu'il vive comme un ermite. En réalité, le Bernard l'ermite ne vit pas vraiment seul. Le plus souvent, il s'allie avec une anémone de mer qui se colle sur sa coquille. Comme ça? Oui, si on veut. Sauf que l'anémone sert de cachette en recouvrant la coquille. Et voilà, caché. En plus, l'anémone possède des tentacules vénéneux qui protègent le Bernard l'ermite contre les prédateurs. Tout ça, c'est très bien. Mais quand Bernard grandit, la maison devient trop petite, non? Exact. À ce moment-là, il recherche une autre coquille, plus grande, et s'y installe. Oh, et l'anémone? Il l'abandonne? Pas du tout! Il va prendre l'anémone avec ses pinces pour la poser sur sa nouvelle maison. C'est super pour Bernard. Mais l'anémone, qu'est-ce qu'elle y gagne? Il s'agit d'un partenariat. En échange de sa protection, l'anémone profite des déplacements et de la nourriture du Bernard l'ermite. En fait, elle mange ses restes. Eh bien justement, j'ai faim. Ah, allez Bernard, direction la cuisine. Je mangerais bien du Whoops l'ermite, mais je ne sais pas si je t'en laisserai. Finalement, je n'ai plus très faim. À bientôt les amis. Les amis, à bientôt. Qui est-ce, ce Bernard l'ermite? C'est un crustacé qui loge dans des coquillages vides et s'en sert comme maison. Adi, tu ne trouves pas qu'il y a des poissons qui ont des formes vraiment bizarres? C'est vrai, certaines espèces ont des formes originales. Par exemple, la crêpe des mers. Quoi? La crêpe des mers? Oui, la crêpe des mers. Là, regarde. Mais ça, c'est une raie, Whoops. Et justement, sais-tu pourquoi les raies sont toutes plates? Eh bien, j'en ai aucune idée. Bien sûr, les raies sont plates parce que leur squelette est comme ça, tout plat. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur squelette est entièrement en cartilage. En quoi? En cartilage. Ce sont des os tout mous comme du caoutchouc. Vos petits nez, par exemple, sont faits de cartilage. C'est d'ailleurs ça qui donne cette très grande souplesse aux raies. Ok. Mais si les raies sont toutes plates, c'est surtout pour pouvoir s'enfouir sous le sable du fond de la mer. Ah, en fait, c'est pas des crêpes des mers, c'est des sablés des mers. Bravo, Whoops. Bon, résumons. Elles s'enfouissent dans le sable, elles s'en mettent partout, ça gratte, ça pique, bref, c'est horrible. Mais à part ça, quel est l'intérêt? J'y viens. En fait, il y a deux intérêts. Monsieur Adi, premier intérêt, s'il vous plaît. Du calme, j'y viens. Les raies s'enfouissent dans le sable pour se cacher de leurs prédateurs, les requins principalement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit une bêtise? Deuxième intérêt. Bon, l'autre intérêt pour la raie, c'est qu'en se cachant dans le sable, elle peut chasser à l'affût. Et à propos de chasseurs, savez-vous que les raies et les requins sont des lointains cousins? Ah bah, bravo pour l'esprit de famille. Les requins mangent leurs petites cousines les raies.
Ah, te revoilà, toi. Bah oui, me revoilà. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? J'ai dit trop de bêtises. J'ai décidé de me scotcher la bouche. Parfait. Bon, comme je disais, les raies et les requins sont de lointains cousins et ils partagent plusieurs points communs. Leur squelette n'est pas fait avec des os comme nous, mais avec du cartilage, comme nous l'avons dit tout à l'heure. D'autre part, la raie et le requin ont à peu près la même dentition. Plusieurs rangées de dents très pointues jusqu'au fond de la bouche. Ne t'inquiète pas, les raies se nourrissent de petits poissons, de crabes, de crevettes, de coquillages. Mais elles ne mangent pas les whoops. J'avais pas prévu que ça m'empêcherait de respirer. Pour un chien, c'est déjà incroyable qu'il parle. Eh oh, pas de messe basse, s'il vous plaît. Mais non, regarde. Certaines espèces de raies, comme la raie pastenague, ont une arme secrète. Au bout de leur queue se trouve une sorte d'aiguille venimeuse. Ah, charmant. Le venin qu'elles injectent est très douloureux. Il provoque brûlure et paralysie à l'endroit où elles piquent. Super. Et moi, j'ai une très grande envie de crêpes tout à coup. Tiens donc. Salut les terriens! Pourquoi les raies sont-elles toutes plates? Elles sont toutes plates pour pouvoir se cacher sous le sable. Elles peuvent chasser sans être vues et aussi éviter d'être chassées. Et un, et deux, et trois. Laisse-moi deviner, tu t'es transformé en crustacé? Si tu trouves que je m'incruste trop, je peux m'en aller, hein? Je te parle de crustacés, whoops. Les crabes et les langoustes, par exemple. Ah, tu as remarqué comme je fais bien le crabe? Regarde un peu. Et avec mes antennes, là, hein? Si tu mélanges tout, ce n'est pas étonnant que tu t'en mêles les pattes. Regarde, le crabe a de toutes petites antennes. C'est la langouste qui a de longues antennes. Ouais, eh ben, en fait, c'est pas du tout pratique, ces antennes. J'en veux plus. Pourtant, ce sont des antennes très solides et elles sont recouvertes d'épines, comme sa carapace. C'est à la fois pour attaquer et pour se défendre. Ah oui, c'est pas mal comme ça, non? Mais les crabes, alors, comment ils font pour se défendre? À ton avis? Mes antennes? Mes antennes! Le crabe peut s'enfouir dans le sable pour échapper à ses prédateurs, souvent des gros poissons. Oh, c'est comme les périscopes dans les sous-marins, alors. Dis donc, Whoops le sous-marin, est-ce que tu es capable de te déplacer aussi vite qu'un crabe? Ha, si c'est pour courir sur le côté, j'ai essayé. C'est pas génial. Et pourtant, il se déplace très vite. Le crabe peut atteindre la vitesse de 2 mètres par seconde. Tiens, pour comparer, imagine que j'essaie de faire un 100 mètres en 2 secondes. Oula! Regarde comment est fait le crabe. Après sa paire de pinces, il a 4 paires de pattes et à la base, un petit ventre replié sous son corps. Ça lui donne un équilibre spécial. Et comme ça, il est capable de marcher sur le côté. Un peu comme si moi, j'avais 4 pieds pour marcher à droite et 4 pieds pour marcher à gauche. T'aurais 8 pieds, alors. Et une paire de pinces. Regarde, les langoustes ont un grand ventre sous leur carapace. Je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Et puis d'abord, ce ventre, ça n'a pas l'air de les gêner. Non, elles ont même un truc. La langouste peut replier son ventre d'un coup sec, puis faire un bond à reculons. Oh, ça a l'air super. Oh, j'ai envie d'essayer. Je ne suis pas sûr Non! que ce soit une bonne idée. Comment dire je mangerais bien quelque chose, là, pour me remettre. Et à propos,
Savais-tu qu'autrefois en Bretagne, on considérait les crabes comme des petits génies de la mer qui conseillaient ou déconseillaient aux poissons de mordre à l'hameçon des pêcheurs? Oui, eh bien moi, je file chercher des biscuits au chocolat. Et sans hameçon. À bientôt pour retrouver Whoops en langouste au chocolat. Alors, quelle est la différence entre les crabes et les langoustes? Le crabe a une paire de pinces et un ventre réduit qui lui permet de courir très vite sur le sable. La langouste a un gros ventre avec de grandes antennes et une carapace pleine d'épines pour se défendre. Pardon, je sors tout juste d'une séance d'entraînement. Bon, que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des tortues. Comment les tortues de mer vivent-elles? C'est parfait, ça me convient parfaitement. Les tortues sont des reptiles, comme les serpents et les lézards. En fait, ça veut dire que ce sont des animaux à sang froid. Leur corps est à la même température que l'eau. Si le thermomètre affiche 17 degrés, par exemple, eh bien, le corps de la tortue sera à 17 degrés lui aussi. Oh là là, mais elles sont énormes! Amis téléspectateurs, si vous avez une tortue d'aquarium, prenez garde qu'elle n'envahisse pas votre chambre. Mais non, Whoops! Il existe 250 espèces de tortues différentes. Celle des aquariums, comme tu le dis, est une espèce qui vit au bord des rivières. En revanche, la tortue que tu vois là est une tortue qui ne vit que dans la mer. Elle peut mesurer 1,50 m à l'âge adulte et peser 230 kg. Bah dis donc, elle est pas très jolie, hein? Et puis sa carapace est vraiment en mauvais état. C'est vrai, mais c'est parce qu'elle est très vieille. Les tortues peuvent vivre plus de 100 ans. Et, à propos, les tortues sont très résistantes. Elles existaient déjà à l'époque des dinosaures. Elles font donc partie des animaux les plus anciens sur la Terre. Intéressant. Pour mon anniversaire, je vais demander une carapace alors. C'est noté. Regarde. Ça, c'est une tortue luth, la plus grosse espèce de tortue de mer. Elle peut mesurer 2,10 m et peser jusqu'à 540 kg. Et justement, il y en a une qui va bientôt pondre ses œufs sur la plage. Regarde. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en train de creuser pour cacher ses œufs. Elle en pond en général une centaine, recouvre le trou comme si de rien n'était, puis s'en va. Hein? Quoi? Elle les abandonne? Disons plutôt que, désormais, c'est à eux de se débrouiller tout seuls. Les œufs restent 2 mois sous le sable, et puis, un beau jour, les petites tortues sortent et rejoignent la mer. Et qu'est-ce que mange la tortue de mer? Elle raffole des calamars et de tous les animaux dépourvus de squelettes. Elle mange même des méduses. Est-ce que tu connais le prédateur numéro 1 des tortues? Bah, je sais pas. L'homme? Bravo, Whoops! Ça change! En effet, bien que ce soit formellement interdit, certains humains continuent à chasser les tortues pour leur chair et leur carapace. Il faut les arrêter! Ça, c'est un travail pour Giga Whoops! Heureusement, il y a déjà beaucoup de gens qui s'en chargent. Super! Alors, je vais aller continuer mon entraînement. Oja! À la prochaine, les terriens! Comment vivent les tortues de mer? Les tortues de mer sont des animaux à sang froid. Elles mangent des animaux sans squelette et peuvent vivre jusqu'à 100 ans.
Vas-y, Adi, devine à quel animal je pense. Tu penses au dauphin? Comment t'as fait? Ah, tu triches! J'ai dit ça au hasard, oups. Mais la prochaine fois, ne choisis pas l'animal qui te passe sous le nez. Ok. Chers amis, savez-vous pourquoi le dauphin est si connu? Personne ne sait. Tu peux y aller. Le dauphin est un animal exceptionnel et il est surtout connu pour son intelligence. Mais pour le moment, dressons la carte d'identité de ce mammifère. Et je dis bien mammifère. Non, tu ne le dis pas bien. Il faut dire mammifère. Ouais, il y a 2 M. Merci, Whoops. Et donc, comme les humains, le dauphin respire de l'air. C'est pour ça qu'il remonte souvent à la surface pour pouvoir respirer par son évent, qui est en fait son nez. Avant de repartir au fond de la mer en apnée, s'il vous plaît. Et oui, car le dauphin peut rester 15 minutes sous l'eau. Et l'autre indice qui nous prouve que le dauphin est un mammifère, c'est que la maman dauphin donne du lait à son petit. Et oui, elle l'a porté pendant 12 mois. Et à la naissance, il est tout de suite capable de nager. Mais alors, attends, si je me souviens bien. Mais oui, c'est ça. Je suis un mammifère. Mais oui, c'est ça, un mammifère extraterrestre. Et qu'est-ce qui mange le dauphin? Des calamars, des crevettes et des petits poissons. Ah, voilà un superbe dauphin adulte. Taille? Environ 2,30 m. Poids? À peu près 100 kg. Dentition? Entre 80 et 110 dents tout le long de son bec. Ouais, bon, c'est pas mal. Mais pourquoi est-il intelligent? Déjà, son cerveau est très gros par rapport à sa taille. Et qui dit gros cerveau dit... Langage. Mais on n'en est pas encore tout à fait sûr. Dans tous les cas, les dauphins émettent des sons très complexes qui ressemblent à un langage. Super! Et quoi d'autre? Le dauphin utilise une sorte de sonar pour repérer ses proies, comme les sous-marins. Ça ne le rend pas plus intelligent. Non, mais en revanche, on vient d'apprendre que le dauphin arrête son sonar quand il ne veut pas se faire repérer. En fait, c'est un vrai sous-marin en mission secrète. Enfin, il existe beaucoup d'histoires de dauphins sauveteurs. Une histoire, une histoire, une histoire. Ouais. En 1993, un bébé qui était tombé d'un bateau a été sauvé par un dauphin. Ce dernier l'a posé sur son front et l'a poussé sur 30 km jusqu'à la plage. Chut! À la prochaine, les terriens! Le dauphin est-il malin? L'intelligence du dauphin est très grande comparée à celle des autres animaux marins. Certains scientifiques pensent même qu'il parle. Alors, Whoops, comment trouves-tu tous ces poissons? Ils ont des couleurs super belles. Oh, il faut penser à des bonbons. Tu sais, Whoops, leurs couleurs ne servent pas qu'à faire joli. Ah bon? Mais alors, pourquoi sont-ils de toutes les couleurs? Déjà, pour se reconnaître. Grâce à leurs couleurs, les poissons chirurgiens bleus ont un moyen de reconnaissance. Waouh! Il est amusant ce poisson. On dirait qu'il a un bec. Et c'est pour cela qu'on l'appelle poisson perroquet. Celui-ci a de belles couleurs vives, jaune, bleu, vert. C'est donc un mâle. Une femelle serait d'une couleur plus proche du vert. Mais ses prédateurs vont le voir de loin, avec des couleurs comme ça. C'est pour cela qu'il reste dans les récifs de coraux, où il est mieux protégé qu'en pleine mer. Il pourrait aussi avoir des couleurs plus discrètes, non? Eh bien, les poissons de pleine mer adoptent justement des teintes plus neutres. Ils ont un dos plutôt foncé et un ventre plus pâle.
C'est logique, leur ventre ne peut pas bronzer quand ils nagent. Non, ça leur permet de se camoufler. Regarde ces requins. Si tu les vois par en dessous, ils sont clairs et se confondent avec la lumière de la surface. Et vus du dessus, ils sont plus sombres et se fondent dans le bleu des profondeurs. Et lui alors? On dirait un tapis avec des dessins. C'est un requin tapis orné. Il reste le plus souvent au fond et ses couleurs lui permettent de se camoufler parfaitement. C'est bien, mais moi je préfère quand même les poissons couleur bonbon. Eh bien, ils vivent dans des récifs de corail. Ce sont des endroits beaucoup plus colorés que la pleine mer et leurs couleurs peuvent aussi les protéger d'une autre façon. Pas si tout le monde a envie de bonbons. Je crois qu'on va passer par la cuisine avant d'aller dans la salle de contrôle. Je connais quelqu'un qui a faim. Ah oui? Toi aussi, ça t'a donné faim tout ça? Ah, ça va mieux. Voici un beau poisson papillon. C'est une drôle d'idée de se déguiser en papillon pour se protéger. Il a une bande noire qui cache ses yeux. Et à l'autre bout, vers la queue, il a une tache noire qui ressemble à un gros œil. Bah, me regarde pas comme ça. Moi, je suis déguisé en indien. Rien à voir avec un papillon d'abord. Oh, et celui-là, il est rigolo. Il joue tout le temps à se cacher dans l'anémone. C'est le poisson clown. Il est protégé contre le poison des tentacules de l'anémone. Et ces drôles de couleurs, c'est pour amuser l'anémone? Eh bien, ces couleurs attirent certains poissons pour que l'anémone puisse les manger. Et le poisson clown récupère les miettes. Mais ces couleurs peuvent aussi faire peur et éloigner les prédateurs de l'anémone. Et moi, comme ça, je fais peur, non? Je crois que seul le frigo va avoir peur de toi. À la prochaine fois, ami terrien. Pourquoi les poissons sont colorés? Les couleurs des poissons peuvent les aider à se reconnaître entre eux, ou encore à se camoufler et tromper leurs prédateurs pour mieux leur échapper. Dis donc, Whoops, tu sais que nous devons explorer ce qui se passe sous la mer. Ce n'est pas un champ de course. Mais justement, j'ai vu des poissons à tête de cheval. Regarde! Ah, là, il y a un cheval! Je vois. Mais non, ce n'est pas un cheval, c'est un hippocampe. Ah bon? Oh, je ne savais pas que les hippos font du camping. Bah oui, les hippos, les hippopotames, quoi. Ils campent, les hippos, campent. Regarde plutôt, voilà un hippocampe. Ah, tu vois, il a une tête de cheval. C'est vrai que leurs têtes font penser aux petits chevaux des jeux d'échecs. Alors, ce sont des chevaux qui vivent sous l'eau? Et qu'est-ce qu'ils mangent? Non, ce ne sont pas des chevaux. À la place des écailles, ils ont des plaques osseuses. Mais ce sont bien des poissons. Ils ont un museau avec lequel ils aspirent le plancton, c'est-à-dire de minuscules animaux qui flottent dans l'eau. Mais comment font-ils pour galoper sous l'eau? Oups, ce sont des poissons. Tu te doutes bien qu'ils ne galopent pas. Surtout qu'ils n'ont qu'une patte. Ce n'est pas une patte. Ça ressemble un peu à une chenille, mais c'est une queue. Mais c'est pas pratique du tout. Pour nager, les hippocampes se laissent dériver au gré des courants. Et si tu observes bien, tu verras qu'ils ont de minuscules nageoires pour se diriger. Ce serait quand même plus facile avec plusieurs pattes. Tu crois ça? Les hippocampes se servent de leur queue pour s'accrocher aux algues. En fait, ils nagent verticalement en balançant leur queue. Ça leur permet de se diriger.
Mais... mais... on ne le voit presque plus. C'est parce que ça lui permet de ressembler aux algues et de se cacher aux yeux des prédateurs éventuels. Pareil! Moi aussi, je peux me cacher. Il en faudra un peu plus, Whoops. Mais la queue des hippocampes leur permet aussi de s'accrocher un peu partout, pour éviter d'être sans cesse emportés par le courant. Ah, alors, il se prend pour Tarzan, celui-là. Eh bien, c'est peut-être le roi de la jungle sous-marine? Oh, ils s'accrochent même entre eux. C'est la danse nuptiale des hippocampes avant l'accouplement. Et ils font plein de petits œufs. Bien sûr, mais chez les hippocampes, ce sont les mâles qui portent les œufs. Comme ça? À peu près. En fait, les hippocampes ont une poche sur le ventre dans laquelle les œufs grossissent tout en étant protégés. Et au bout de 4 semaines, c'est l'éclosion. Des mini-hippocampes? Évidemment, ils sont tout petits, à peine plus d'1 centimètre. Et les hippocampes adultes, eux, ont des tailles qui varient de 4 à 15 centimètres. Pour une fois que je n'ai pas l'impression d'être le plus petit. À la prochaine fois, les amis! Qu'est-ce que c'est qu'un hippocampe? C'est un petit poisson allongé, recouvert de plaques osseuses, avec une tête qui ressemble à celle d'un cheval. Ah, c'est quoi ce gros machin? C'est une baleine à bosse. Oups! Est-ce que tu connais la baleine à bosse? Oh, dis donc, Adi, tu crois pas que tu vas un peu vite, là? D'abord, il faut dire que la baleine tout court est le plus gros de tous les animaux. Mais ça, tout le monde le sait. Regarde, des plus petites aux plus grandes baleines, il y a le petit rorqual, qui peut faire au maximum 10 mètres, la baleine grise, 15 mètres, la baleine à bosse, 16 mètres, et la baleine bleue, c'est elle la plus grande, la plus grosse, qui peut mesurer jusqu'à 30 mètres et peser 150 tonnes. Mais attention, mes amis, les baleines ne sont pas des poissons, ce sont des mammifères. Exact, Whoops. Et ce qui différencie les mammifères marins des poissons, c'est que les mammifères trouvent leur oxygène dans l'air comme nous, alors que les poissons trouvent leur oxygène dans l'eau qu'ils avalent. En fait, elles passent toute leur vie à faire de l'apnée. Et à ce sport, elles sont championnes. Elles peuvent rester un peu plus d'une demi-heure sous l'eau sans respirer. Et puis après, elles remontent à la surface pour éternuer, n'est-ce pas? Aïe aïe aïe, Whoops! Tu avais l'air de suivre pourtant. Quand elles remontent à la surface, c'est pour expulser tout l'air de leurs poumons par leur évent. Puis, elles inspirent et replongent. Leur quoi? Leur évent, c'est le nez de la baleine, sauf qu'il se trouve en haut de leur dos. Au secours! Une tempête de mer! Mais non, regarde là! Une baleine à bosse. Ça va pas, non? Est-ce que tu sais ce qu'elle mange? Elle mange les whoops trop gourmands. Je sais, tu me l'as déjà dit. Oui, aussi. Mais surtout, elle mange du krill. Ce sont des animaux microscopiques qui se trouvent dans l'eau de mer. Les baleines n'ont pas de dents. À la place, elles ont de grands filtres en forme de peigne qui s'appellent les fanons. Tout en nageant, elles ouvrent grand leur gueule, font le plein d'eau de mer, puis elles referment la mâchoire, expulsent l'eau de mer, et comme ça, il ne reste plus que le krill. Ça me fait penser à ma technique de pêche au cornflakes. Je crains le pire. C'est très simple. 1. Prenez une grande bassine pleine de lait. 2. Versez-y 1, voire 2 paquets de vos céréales préférées. 3. Plongez-y la tête avec la bouche grande ouverte et régalez-vous. Bien sûr. Merci, Whoops. Maintenant, viens avec moi. On va suivre la baleine à bosse qui nous a frôlé tout à l'heure. La voilà! Mais comment tu sais que c'est une baleine à bosse? On la reconnaît grâce à ses petites bosses autour de la gueule et à ses immenses nageoires blanches de 5 mètres de long. À propos,
les baleines à bosse sont d'excellentes nageuses. Elles parcourent plusieurs dizaines de milliers de kilomètres chaque année. Et oui, les mois d'hiver, elles se rapprochent de l'équateur pour se reproduire. Et l'été, elles sont près des pôles où la nourriture est abondante. Eh mais, c'est l'heure de manger. Hop, 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 direction cuisine. Salut les terriens. Ah, miam. C'est toi qui as fermé la porte de la cuisine? Eh oui, c'est moi. J'ai décidé qu'aujourd'hui, on allait pêcher notre déjeuner. Oh non! Adi, comment vit la baleine à bosse? La baleine à bosse est un mammifère marin. On la reconnaît à ses immenses nageoires blanches et aux bosses autour de sa bouche. Adi, au secours! Il y a le feu là-bas! Le feu? Le feu sous l'eau? Mais c'est pas possible, Whoops. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas alors? C'est un banc de tarpons. Des tarpons? Qu'est-ce que c'est? Des poissons qui mangent des piles? Regarde. Les écailles du tarpon ressemblent à des miroirs posés côte à côte. Elles sont très grandes et très lisses. Ok! En fait, le tarpon ne produit pas de lumière. Il ne fait que refléter celle du soleil. Exact. Ces écailles font 5 cm, ce qui est plutôt grand. On les utilise souvent pour faire des bijoux. Des bijoux qui sentent le poisson? Là, je suis pas sûr que ça marche. La dernière partie de sa nageoire dorsale est très allongée. Sa mâchoire inférieure est très en avant. On dit qu'elle est proéminente. Ça lui donne pas l'air très intelligent. Non, mais ce que ce poisson a de vraiment exceptionnel, c'est... Ah bah, son intelligence? Non! Vu de face, le corps du tarpon est tout fin. Ouais, comme un miroir, d'accord. Bon, mais qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Il est énorme! Il peut mesurer jusqu'à 2,50 m et peser 160 kg. C'est le plus gros de sa famille. Et alors, moi aussi je suis le plus gros de ma famille. Rien d'extraordinaire. Mais non, Whoops! La famille en biologie, c'est lorsqu'on regroupe les espèces par ressemblance. Par exemple, la famille des baleines, c'est toutes les différentes baleines. La baleine bleue, la baleine à bosse, la baleine grise, etc. Et la famille du tarpon, c'est qui alors? Ce sont tous les poissons avec des écailles. C'est-à-dire pratiquement tous les poissons. Ah oui, effectivement, hein. Le requin blanc est plus gros, mais il n'a pas d'écailles. Donc il n'appartient pas à la famille du tarpon. Bravo, Whoops! Les tarpons vivent dans les eaux tropicales de part et d'autre de l'Atlantique. Les tarpons aiment bien le soleil, l'eau chaude, manger jusqu'à peser 160 kilos. Et toi, tu es un tarpon, mais peint en jaune et avec des pattes. Le tarpon est surtout très apprécié par les pêcheurs parce que c'est un nageur exceptionnel. Il offre un combat très intense et très sportif. Et qu'est-ce qu'il mange? Des petits poissons et des calamars principalement. Et pour l'appâter, les pêcheurs utilisent des faux calamars et des faux petits poissons? Absolument. Il existe des centaines de petits appâts différents comme ça. Eh bien, encore un épisode où j'ai vraiment tout compris. Bravo, Whoops! Je crois que tu es le plus intelligent de ton espèce. Merci beaucoup. Eh, mais je suis tout seul dans mon espèce. Salut les terriens! Et à la prochaine. Adi, qu'est-ce qu'un tarpon? Le tarpon est le plus gros de tous les poissons à écailles. Il pèse 160 kg et peut mesurer 2,50 m. Ses écailles sont énormes et très lisses. Elles font de lui un véritable miroir vivant.
Adi, j'ai une question à 1000 bonbons pour toi. Si tu veux. Alors, pourquoi la mer est bleue? Eh bien, Ah, tu sais pas, j'ai gagné 1000 bonbons, livrable tout de suite. Il sait pas. mais est-ce que tu connais la réponse, toi? Oui. Attends, c'est parce que le ciel est bleu. Mauvaise réponse. Tu as perdu tes 1000 bonbons. Hein? Ah non! Ah non, c'est pas possible. Mais quand le ciel est bleu, C'est que le soleil brille. mais il n'est pas bleu le soleil! C'est quand même pas le soleil qui rend la mer toute bleue. Si, ce sont les rayons du soleil qui touchent l'eau. Les rayons sont composés de rouge, jaune, vert et bleu. Super, ça ressemble à des rayons laser. Après avoir touché la surface, les rayons du soleil ne s'arrêtent pas. Ils vont pénétrer dans l'eau plus profondément et se décomposer en différentes couleurs. On dirait un feu d'artifice sous l'eau. Plus le rayon descend sous l'eau, plus il perd de couleur. Au début, il perd le jaune, puis le rouge, puis le vert. À la fin, il ne reste plus que le bleu. Waouh! C'est magique! Regarde, ici l'eau n'est pas profonde. Et du coup, l'eau reste transparente, parce que la lumière n'a presque pas perdu de couleur. Bah ça alors? Ben si c'est profond, alors la mer a la couleur bleue. Exactement. Ici, par exemple, l'eau est profonde et bleue. Et si c'est très profond, alors la mer devient encore plus sombre. Ok. Mais comment ça se passe quand on est sous l'eau? Bonne question, Whoops. Suis-moi. Tu vois, à cette profondeur, l'eau est très sombre. Oui, mais elle a encore l'air un peu bleue. En revanche, si j'éteins notre lumière, alors l'eau devient noire. La lumière du soleil n'arrive pas à atteindre cette profondeur. Tu peux rallumer, s'il te plaît? Je ne suis pas très rassuré dans le noir, tu sais. Ce qui compte, c'est d'avoir de la lumière. J'ai compris. Mais alors, pourquoi parle-t-on de la mer Rouge ou de la mer Noire? En fait, il n'y a pas que de l'eau dans la mer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer sa couleur. De la terre, du corail, du sable. La mer Rouge, par exemple, contient beaucoup d'algues rouges. Et si je mets mes 1000 bonbons orange dans la mer, on l'appellera la mer Orange? Je crois que le seul endroit qu'on appellera la mer Orange, c'est ton ventre, non? Oui. Mais ne mange pas tous les bonbons en même temps, hein? Allez, à la prochaine fois, les habitants de la planète bleue. Pourquoi la mer est-elle bleue? Parce que plus l'eau est profonde, plus elle absorbe les couleurs de la lumière, jusqu'à ce qu'il ne reste que du bleu. On dirait un peu une forêt sous la mer. C'est une barrière de corail. Et les coraux habitent ensemble? Il existe en effet des colonies d'éponges, de coraux et d'anémones. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vivent vraiment ensemble. Et les poissons alors? Est-ce qu'ils vivent en groupe ou tout seuls? De nombreux poissons vivent en solitaire. Regarde ce requin nourrice par exemple. Peut-être qu'il est en train de chasser des poissons, ou qu'il est seul parce qu'il veut tout garder pour lui. Pas forcément. Regarde ces requins qui tournent en groupe pour attraper du poisson. J'ai surtout l'impression qu'ils sont trop occupés à se disputer pour attraper quelque chose. C'est sûr que toi, tu n'as pas besoin de te disputer, puisqu'il te suffit d'ouvrir le frigidaire. Oui, mais il y a tellement de choix que j'hésite entre les crèmes caramel, les crèmes au chocolat, les crèmes... Regarde plutôt comment font les poissons perroquets. Tu vois, ils cherchent ensemble de la nourriture. Alors, quand il y en a un qui trouve un frigidaire avec plein de desserts, il le dit aux autres? Voilà.
Comme ça, s'ils cherchent en groupe, ils sont plus efficaces. Alors, si moi je trouve un frigidaire rempli de desserts, je te le dis aussi? Oui, mais tu peux me le dire avant d'avoir tout mangé, Whoops. Oh, bah, alors, qu'est-ce qui te fait croire que je ferais une chose pareille? Tu vois ces mulets blancs qui se sont regroupés? Eh bien, on appelle un groupe comme ça un banc de poissons. Bon, ça me fait penser, il faut que je te montre quelque chose. Viens, Adi, suis-moi. Regarde, regarde, c'est le banc de Whoops. Wouf, 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 wouf. Je vais essayer de rester sérieux. Voici un banc de sardes. Ils sont un peu jaunes. Ils ne seraient pas malades, ces poissons? Non, c'est justement leur couleur qui les aide à se regrouper pour former des bancs. Pourquoi se mettent-ils en banc? À part chercher la nourriture ensemble, ils se regroupent pour se reproduire et aussi pour se protéger. L'union fait la force. Exactement! Tu as vu? On dirait des soldats à la parade. Ils bougent tous en même temps. Et encore, tu n'as rien vu. Nous traversons maintenant un banc de carangues. Ah, c'est incroyable. Une vraie armée de poissons. Les poissons réagissent en regardant et en imitant exactement ce que font les autres. Mais ils doivent se rentrer dedans tout le temps. En fait, lorsqu'ils se touchent, chaque poisson reçoit un signal, puis le transmet au suivant, et ainsi de suite. Ça leur permet de communiquer entre eux. Et là, par exemple, tu perçois un signal? Non, je ne comprends pas du tout ce que tu veux. Ah, mais si! Ça veut dire qu'on doit aller ensemble vers la cuisine. Tu comprends rien au banc de Whoops. À la prochaine, ami terrien! Pourquoi les poissons vivent-ils souvent en groupe? La formation en banc est liée à l'alimentation, la reproduction et la sécurité de nombreuses espèces de poissons. Au secours! Il va me croquer! Hein? Oh, c'était juste un rêve. Un cauchemar plutôt. Bah, j'étais déguisé en poulet et un énorme crocodile de mer a essayé de me dévorer. Enfin bon, les crocodiles de mer n'existent pas. Mais si, les crocodiles de mer existent. Regarde. Le crocodile de mer vit près des plages et près des embouchures de fleuves, mais il s'éloigne souvent en pleine mer. C'est le plus grand de tous les crocodiles. Il mesure en général 6 mètres de long, la taille d'une grosse voiture. Et il peut peser jusqu'à 1 tonne. Je vois. En fait, c'est carrément le plus dangereux de tous les crocodiles. C'est un animal à sang froid, ce qui veut dire que son corps est toujours à la même température que celle de l'eau ou de l'air qui l'entoure. Ses narines et ses yeux sont situés au-dessus de sa gueule. Cela lui permet de nager et de respirer tout en observant ses proies. Sais-tu que le plus gros crocodile que l'on ait trouvé mesurait 8 mètres, la largeur d'un terrain de tennis? Et combien de dents a-t-il, cet animal? Il en a à peu près 60, mais elles se renouvellent en permanence. Dans sa vie, un crocodile utilise à peu près 3000 dents. En fait, c'est une vraie usine à déchiqueter. Non, ses dents très pointues ne lui servent qu'à agripper ses proies. Le crocodile ne mâche pratiquement pas. Il avale directement et laisse son estomac faire le travail. C'est ridicule. Il a même pas le temps de déguster. Oui, mais l'avantage, c'est que lorsqu'il a avalé une grosse proie, il peut rester plusieurs mois sans manger. Ces pauvres crocodiles n'ont rien compris. Ce qui est intéressant, c'est de manger le plus souvent possible, en mastiquant le plus longuement possible. Question de point de vue, gros gourmand. Bah,
Et qu'est-ce qui fait du crocodile de mer un prédateur si terrible? Eh bien, il a des mâchoires très puissantes. Et puis, grâce à sa queue longue et musclée et à ses pattes palmées, c'est un très bon nageur. À ses pattes quoi? À ses pattes palmées. Alors en fait, sur la Terre, le crocodile est beaucoup moins dangereux que dans la mer. Non! Attention! Sur Terre, il reste tout de même très rapide sur une courte distance. En fait, il ne faut jamais être à portée de mâchoire. Ah, ça non! Regarde! Oh mon Dieu! Il est en train de déguster cette araignée de mer comme si c'était une chips! Eh oui! Il l'avale sans mâcher, avec la carapace et les pinces. Quel horrible spectacle! C'est vrai, mais il faut s'y habituer. Les animaux ne se font pas de cadeaux. Quoi? Et le bouquet d'algues que je t'ai offert l'année dernière pour Noël, c'était quoi alors? Hein? Ah oui, pardon, j'avais oublié. D'ailleurs, merci encore, mon petit Whoops. Il sentait vraiment très bon. Salut les terriens! Alors, Adi, est-ce que les crocodiles de mer existent? Oui, ce sont même les plus gros. Ils mesurent en général à peu près 6 mètres et pèsent 1 tonne. Ils peuvent vivre plus de 100 ans. Quel est le menu du jour, s'il vous plaît, mon cher Adi? Aujourd'hui, nous vous suggérons le mérou dans son jus d'océan. Oh oui, très bon! C'est quoi le mérou? Regarde. Voici le mérou. C'est un énorme poisson osseux qui vit dans la mer Méditerranée. Énorme comment? Le mérou peut atteindre 1,40 m de longueur pour un poids de 65 kg. Ah oui, belle bête! Sa couleur est d'un beau brun chocolat avec des taches jaunes. Hein? Quoi? Banane? Chocolat pour le dessert? Miam miam! Ah, et là, juste devant nous, voilà enfin un mérou. Ah! Il a pas l'air d'avoir la grande forme aujourd'hui. Non, non, mais le mérou n'a jamais l'air très vif. En fait, c'est pour mieux tromper ses proies. Il est capable de démarrages foudroyants. Et qui sont ces pauvres proies? Sèches, poulpes, calamars et petits poissons. Et comme tous les poissons chasseurs, le mérou possède des atouts redoutables. Ses yeux. Sa vue est très développée. Il peut même chasser la nuit. En plus, il a un odorat très sensible, grâce à des petits trous olfactifs situés juste au-dessus de sa bouche. Le mérou a également une sorte de ligne tout le long de son corps, qui lui permet de détecter les mouvements, grâce aux vibrations et aux variations de la pression de l'eau. Waouh! Sa bouche est pas mal non plus. À mon avis, on pourrait y stocker au moins 3 paquets de cookies en même temps. Elle est tapissée de petites dents qui sont tournées vers l'intérieur, ce qui rend toute tentative d'évasion impossible. Mais voici le plus étonnant chez le mérou. De sa naissance à l'âge de 5 ans, le mérou est un bébé. De 5 à 12 ans, c'est une femelle. Et dans sa 12e année... Il explose? Non, il change de sexe. Il devient un mâle, et ce jusqu'à la fin de sa vie. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment dingue. Et il peut vivre combien de temps? 40 ou 50 ans. Et au dessert? Eh bah oui, quoi! Je prends un mérou dans son jus d'océan, en plat principal. Et au dessert, j'ai quoi? Je vous apporte la carte. Miam! Salut les terriens, à la prochaine. Bon appétit!
Alors, Adi, à quoi ressemble un mérou? Le mérou est un gros poisson à petites écailles. Il mesure 1,40 m et pèse jusqu'à 65 kg. Il vit principalement dans la mer Méditerranée. Alors, cette baignade, l'eau était bonne? Ah, l'eau était bonne, mais alors... Qu'est-ce qu'elle était salée? Tu sais pourquoi l'eau de mer est salée, Whoops? Moi, je me demande plutôt pourquoi elle n'est pas sucrée. Ah, ce serait tellement mieux. Regarde. Autrefois, il y a plusieurs millions d'années, Quand je n'étais pas encore né? même les dinosaures n'étaient pas nés. À cette époque, les volcans n'arrêtaient pas de cracher des gaz et de la vapeur d'eau, et l'air n'était pas respirable. Eh ben, ça devait pas être très agréable comme époque. En effet. Donc, tous ces gaz et cette vapeur d'eau se mélangeaient dans l'air et retombaient en pluie. Bah, elle est pas salée, l'eau de pluie. Non, mais la pluie qui tombe nettoie le sol et emporte avec elle de tout petits éléments. Les rochers, en tout cas, elle les emporte pas. C'est beaucoup trop lourd. Eh bien justement, si. L'eau de pluie emporte de minuscules morceaux de roche qui vont former le sel de la mer. Bien sûr, pour que la pluie use vraiment le rocher, il faut qu'il pleuve pendant des millions d'années. Du moment que j'ai un parapluie, ça me va. Ouais. Donc, la pluie rejoint ensuite les fleuves qui s'écoulent dans la mer et y déversent leur sel. Voilà comment la mer est lentement devenue salée. Mais je croyais que l'eau des fleuves était de l'eau douce. C'est vrai. Cependant, l'eau des lacs, des fleuves et des rivières contient un peu de ces petits morceaux qui donnent le goût salé. Elle doit être glacée, cette eau. Mais l'eau des fleuves et des rivières est tout le temps renouvelée par de l'eau pure venant des sources. Du coup, le sel n'a pas le temps de se former et c'est en arrivant dans la mer que la transformation peut avoir lieu. Ah, mais c'est horrible. Ça veut dire que la mer devient de plus en plus salée. Je ne vais plus oser me baigner. Ne t'inquiète pas, Whoops. La nature a tout prévu. En fait, à partir d'une certaine limite, l'eau ne peut plus absorber le sel. Du coup, tout le sel qui arrive en trop se dépose tout au fond de la mer. Oh, il n'y a pas un endroit moins salé? Malheureusement pour toi qui es frileux, c'est plutôt dans les régions froides que l'eau est moins salée. Mais c'est pas juste. Comment ça se fait? Parce que plus il fait chaud, plus l'eau s'évapore en se séparant du sel. Oh là, ça m'a l'air compliqué. Si tu places un verre dans un endroit très chaud, une partie de l'eau va s'évaporer. Il y aura toujours autant de sel dans le verre, mais moins d'eau. Tu peux être sûr que l'eau dans ce verre aura un goût plus salé. Bah, avec tout ça, tu m'as donné horriblement soif. Tu veux un verre d'eau de mer, peut-être? Ah non, moi je veux un bon verre de grenadine. Et sans sel. À la prochaine, ami terrien. Pourquoi la mer est salée? Parce que pendant des millions d'années, l'eau de pluie a apporté des minuscules morceaux de sel dans la mer.